Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, autour du livre de Marie-Vonne de Saint-Pulgent paru chez Gallimard dans la Bibliothèque illustrée des histoires, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, nous avons, dans notre précédente conversation, nous avons évoqué l'importance des relations entre Notre-Dame et le pouvoir, relations réelles et relations symboliques. Est-ce qu'on peut s'attarder un petit moment sur les relations entre la cathédrale de Notre-Dame et le peuple de Paris, en tout cas par exemple, ces artisans. Il y a eu récemment au Mobilier National une exposition des mets, qui sont donc des tableaux commandés par une confrérie, la confrérie des Orfèvres, et placés à l'intérieur de Notre-Dame, tableaux qu'au fond on ne voyait plus tellement ils étaient enfumés et placés de côté. Qu'est-ce que ça peut traduire des rapports entre l'Église et entre la cathédrale de Notre-Dame et le peuple ou les corporations actives de Paris? C'est une relation extrêmement riche et complexe dès le début de la construction. Alors, il y a eu la réinterprétation républicaine des cathédrales, et notamment celle de Paris, au XIXe siècle par Michelet, très relayée par Viollet-le-Duc d'ailleurs, où après la Révolution, quand même, il y a une espèce d'effort des historiens pour inventer l'idée que les cathédrales ont été construites par le peuple et les artisans, et non pas par les grandes puissances, par les grands hommes de pouvoir. Alors, c'est totalement faux. Ce sont les évêques et les chanoines qui financent. Encore une fois, ils en ont les moyens aussi. C'est une conception de l'évêque, notamment la cathédrale de Notre-Dame, mais pas seulement. Mais disons que c'est une réappropriation intellectuelle par un peuple, par une pensée quand même très marquée par la Révolution, et qui va finalement avoir un succès tout à fait net. Et même, à l'époque contemporaine, être reliée par l'historiographie française. Elle est utile parce qu'elle permet de réinvestir ces sanctuaires après quand même le choc de la Révolution, et dans un siècle qui se laïcise, lentement mais sûrement. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que les constructeurs des cathédrales sont des artisans très qualifiés. Ce qui est vrai aussi, c'est que le plus grand coût des cathédrales, on connaît à peu près le budget de celui de Notre-Dame, c'est le coût de la main-d'œuvre. Ce qui est vrai aussi, c'est que les artisans et les maîtres d'œuvre qui travaillent sur les cathédrales d'Île-de-France sont invités en toute l'Europe à faire de même pour d'autres sanctuaires, parce que la réputation de l'art d'Île-de-France est européenne. Il y a aussi des interventions en Angleterre. Je ne sais pas si l'Angleterre fait encore partie de l'Europe, et d'ailleurs, la grande saga sur les cathédrales de Ken Follett prend l'exemple, pour la cathédrale mythique dont il raconte l'histoire, d'un maître d'œuvre qui a fait ses classes en France. Et d'ailleurs, il fait de cette cathédrale mythique le lieu d'invention des arcs-boutants. Ça nous ramène à l'histoire des arcs-boutants à Notre-Dame. Donc il y a une expertise extraordinaire et un emploi de toute une série de corps d'État, tous plus experts les uns que les autres. Donc ce n'est pas le petit peuple des artisans qui intervient dans les cathédrales, c'est vraiment les seigneurs de ces métiers. Et c'est aussi un lieu d'expression des artistes. Parmi les merveilles de la cathédrale Notre-Dame, il y a les grandes rosaces des deux bras du transept, qui sont des chefs-d'œuvre absolus, et qui servent d'ailleurs de modèle aussi, surtout la rosace sud, par sa dimension extraordinaire. Là aussi, on retrouve le course gigantique de Notre-Dame de Paris, et qui émerveille les vitraillers de toute l'Europe. Plus tard, il y a les vitraux de Chartres qui vont l'emporter par leur nombre. Et puis, on a perdu une grande partie de la verrerie médiévale
de Notre-Dame grâce aux chanoines du XVIIIe siècle qui ont voulu donner de la lumière à leur lieu de travail et qui ont démonté sans état d'âme la plupart des vitraux restants, à part les deux grandes roses des bras du transept et de la rose de la façade occidentale. Mais voilà, donc ça fait école. La statuaire aussi est admirable et admirée dans toute l'Europe. La Galerie des Rois, c'est la première de toute l'histoire des cathédrales. Elle sera copiée par la suite. Très souvent, d'ailleurs, les constructeurs des cathédrales vont faire mouler la statuaire de Notre-Dame pour être sûr de bien la reproduire. Donc, elle fait école et évidemment, elle est un lieu d'exaltation et de monstration de ce qui c'est de mieux dans tous les corps d'État, dans tout l'artisanat d'art. Voilà. C'est vrai aussi pour le mobilier, pour les éléments du trésor, etc. Bon, même si beaucoup ont disparu. Le tour de cœur polychrome est admiré aussi. On essaiera de le reproduire sans y arriver d'ailleurs. Voilà, le jubé, qui était un chef-d'œuvre, qui a été démonté au XVIIe siècle. Il faut dire ce que c'est qu'un jubé, parce qu'à Paris, il n'en reste qu'un, c'est celui de Saint-Étienne-du-Mont. Mais... Oui, le jubé, on en voit un intact dans la magnifique cathédrale d'Albi. Hein. Le jubé, c'est ce qui sépare l'espace des chanoines, où ils assistent à la messe, enfin ils participent à la messe du bon peuple, si je puis dire. Voilà. Et on prononce la prédication du haut du jubé. Voilà. Ensuite, ces jubés disparaîtront petit à petit. Celui de Notre-Dame est démoli au moment de l'installation du vœu de Louis XIII, hein, qui prend une telle place qu'on est obligé de démonter le chœur médiéval. Et donc là, il n'y a plus de séparation entre les fidèles et les chanoines. Il reste les stalles. Les chanoines occupent les stalles, qui sont donc les fauteuils autour du chœur. Donc c'est un peu un lieu, voilà, d'excellence de l'artisanat. Et alors, c'est assez naturel que les corps d'État qui, eux, ne sont pas naturellement très présents dans une cathédrale. En plus, la cathédrale Notre-Dame est extrêmement visitée. On voit sur les peintures que ça devient pratiquement une espèce de galerie de peinture, comme aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, les gens vont voir les œuvres autant qu'assister à la messe. D'ailleurs, c'est pas normalement une paroisse, une cathédrale, c'est un lieu de cérémonie publique, c'est le lieu où la messe et l'évêque et les chanoines célèbrent leur culte, mais c'est pas le lieu ordinaire de la messe. Et donc cette cathédrale est extrêmement fréquentée. Elle sert même de lieu d'échanges commerciaux, on y célèbre des contrats. Elle appartient au peuple aussi. Donc, les orfèvres, qui de toute façon sont, comme tout le peuple de Paris, de profonds catholiques, vont prendre le pli d'offrir à la cathédrale, en hommage et aussi pour fonder des œuvres pieuses, je veux dire, des grands tableaux un par an, qui seront donc ces mets et qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de la grande peinture religieuse française, puisque on y trouve à peu près tous les grands peintres de cette histoire. Et encore une fois, on a d'ailleurs une image de cela. Ils vont pouvoir être admirés par les visiteurs, voire les gens qui viennent exprès pour ça, et ils vont avoir des commandes grâce à ces visites, car là aussi, comme d'ailleurs les châteaux royaux, c'est un peu un exemple pour les autres. C'est-à-dire que ce qui se fait dans la cathédrale du roi, comme ce qui se fait au palais de Versailles, les amateurs ou les gens puissants vont commander aux mêmes artistes quelque chose de comparable pour copier l'exemple auguste de l'archevêque de Paris, à l'époque il est archevêque, ou du roi. Voilà. Donc, évidemment, c'est un motif de fierté pour le peuple parisien qui a tout à fait le sens de la beauté et qui sait que c'est quand même un lieu extrêmement précieux. Et que parmi les déclarations intéressantes pendant l'incendie, il y a eu celui de Donald Trump, alors président des États-Unis, qui, pour un peuple quand même protestant, a dit que Notre-Dame était le plus grand musée du monde. Pas tout à fait le cas, c'est plutôt le Louvre. Mais bon, voilà. Il voulait dire par là que c'était, au-delà du lieu sacré, c'était un lieu d'art. Voilà. Donc, alors ça rejoint, mais très lointainement, la théorie de Michelet et de Viollet-le-Duc sur le fait que c'est le peuple qui construit les cathédrales. Enfin, disons que c'est le peuple des artisans d'art qui construit les cathédrales. De fait, c'est lui qui les fait. Enfin, le commanditaire, c'est l'évêque.
Je fais une espèce de saut sans transition, ou plutôt en transition avec notre précédente conversation. Vous nous aviez montré et raconté comment, depuis Charles VII, et même avant, jusqu'à Napoléon III inclusivement, les souverains, c'était... même, je devrais même dire jusqu'au général de Gaulle, les souverains avaient utilisé Notre-Dame pour... en lui confiant un rôle important. Mais alors, nous avons sauté une période qui est celle de la Révolution. Et à ce moment-là, Notre-Dame continue à jouer un rôle. Oui, alors, un rôle qui change beaucoup entre le début de la Révolution et la fin, parce que, au fond, lieu du gallicanisme, la cathédrale Notre-Dame n'est pas fâchée non plus au début de la Révolution, dans la mesure où elle installe une monarchie parlementaire et elle célèbre les grands événements. L'archevêque est élu à la Constituante, où il représente son ordre. L'abolition des privilèges est célébrée par un Te Deum, de même que la Constitution et la prestation de serment civique par la garde nationale, 1789-1790. La rupture entre la cathédrale et la Révolution intervient en 1792-1793, au moment où, tout d'un coup, l'évêque ne peut plus adhérer à la constitution civile du clergé et où les excités de la Commune de Paris commencent à faire la chasse aux croyants. Voilà. Et donc, les destructions de la cathédrale, les atteintes à la cathédrale ne commencent qu'à cette époque-là. Le pire, c'est en la démolition de la galerie des rois ordonnée par la Commune en 1793. Mais c'est la période où vous avez les exagérés d'Hébert qui sévissent. La cathédrale échappe quand même à la destruction parce que le culte de la raison, qui est un culte hébertiste, là aussi, ça paraît tout à fait naturel aux plus excités des révolutionnaires que de célébrer à Notre-Dame, de substituer leur culte, le culte révolutionnaire, au culte d'Ancien Régime. Là aussi, c'est la réutilisation, vieille comme le monde d'ailleurs, d'un lieu sacré, d'une religion tellement célèbre qu'on ne peut pas l'ignorer, par un autre culte qu'on veut installer. Donc c'est la légitimation du nouveau culte. À ce moment-là, le culte catholique devient interdit. Alors, il y a d'ailleurs dans le culte de la déesse Raison une analogie assez drôle parce que la déesse Raison, c'est une femme et en réalité, donc elle est installée en grande pompe à la cathédrale et portée ensuite jusqu'à la Convention. C'est une belle femme, etc. Mais elle est habillée de blanc comme la Vierge. Et elle est installée au même endroit. Donc, on voit, il y a une substitution d'un culte à un autre. Alors, Robespierre met très vite fin à cette plaisanterie en instituant le culte de l'être suprême, qui, lui, n'a pas du tout lieu à la cathédrale. Et on rétablit le culte à la cathédrale Notre-Dame dès 1795. Donc, il y a très peu de temps pendant lequel Notre-Dame sera soustraite au culte. Alors, elle subit quelques outrages, mais enfin, rien de définitif par rapport à d'autres cathédrales qui vont être démolies de fond en comble, voire quasi détruite. Je pense que l'attachement du peuple de Paris à Notre-Dame l'a protégée du pire. Et c'est aussi l'endroit où l'abbé Grégoire va convoquer les évêques jureurs, ceux adhérents à la Constitution civile, pour essayer de reconstituer l'unité de l'Église. Va y convoquer carrément un concile pour recréer l'unité de l'Église à partir du moment où Thermidor est intervenu. Bon, ça ne marche pas tout à fait bien parce que les thermidoriens inventent encore d'autres cultes, il y en a pratiquement un par semaine à un certain moment, et décident que la cathédrale va être partagée entre le culte catholique d'une part et les autres cultes républicains d'autre part. Mais enfin, voilà, arrive la décision de Napoléon de rétablir l'unité de l'Église, alors du point de vue romain, et ça se fera à nouveau, comme je l'ai dit, à Notre-Dame de Paris en 1802, moyennant l'éviction de Grégoire et des siens et l'interruption brutale du concile convoqué par Grégoire, par Napoléon lui-même. Bon. Mais enfin, on voit bien que là aussi, Notre-Dame de Paris est au centre d'un des moments, d'un des actes les plus importants
du règne de Napoléon, c'est la réconciliation avec le Saint-Siège, la réconciliation aussi avec le peuple chrétien. À quel point elle a été, d'un bout à l'autre, le lieu où les différents épisodes de cette saga qui passe de la monarchie bourbonienne très chrétienne à la République concordataire, enfin au régime concordataire français, tout se passe à Notre-Dame de Paris. Alors, je vous propose que nous laissions Notre-Dame de Paris au moment où elle est rendue au culte catholique par Napoléon, aux dépens de l'abbé Grégoire, dont il faut rappeler qu'il est grande figure de la Révolution, et notamment, c'est lui qui, avec Clermont-Tonnerre, c'est lui qui assure les Juifs de leur pleine citoyenneté et qui, au fond, pose les bases d'une doctrine qui dure jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose que nous laissions Notre-Dame à ce moment-là pour la retrouver au moment où elle est confiée à Viollet-le-Duc. Pourquoi Viollet-le-Duc est-il appelé à intervenir? Comment est-il intervenu? Et qu'est-ce qui explique la réputation peu favorable qu'il a longtemps traînée et qu'il traîne en partie, je crois, encore? Alors, il y a deux événements qui expliquent Viollet-le-Duc, dont il faut souligner qu'il n'avait absolument rien pour devenir un architecte reconnu, et encore moins un architecte restaurateur. D'abord, il y a la situation de Notre-Dame de Paris qui est très problématique et qui ne peut plus être ignorée des pouvoirs publics lorsqu'elle est dénoncée par Victor Hugo dans son célèbre roman Notre-Dame de Paris, qui paraît en 1831 et qui est immédiatement un best-seller. Au fond, il fait honte au régime qui vient de s'installer, qui est celui de Louis-Philippe, sur le traitement de ce chef-d'œuvre médiéval dont il célèbre l'importance, et tout en lui donnant un rôle romanesque un peu inattendu. Voilà. Victor Hugo fait partie de cette génération qui va participer aussi au mouvement de patrimonialisation de l'architecture médiévale, ce mouvement qu'on appelait les antiquaires, en réalité, qui attrape toute une génération. Avant lui, c'est Chateaubriand qui, avec le génie du christianisme, rappelle l'importance de ces grands monuments et crée un sentiment nostalgique pour cette période de la grandeur de la France. Mais ça va bien au-delà. Vous avez tout le mouvement de la création de l'école des chartes. Vous avez toute une série de grands scientifiques qui se penchent sur l'histoire de cette architecture, qui est alors extrêmement méprisée, notamment par l'institution officielle des Beaux-Arts, qu'est l'Académie des Beaux-Arts. Voilà. Donc s'installe d'abord tout un mouvement scientifique de recherche sur cette période, et aussi la conviction qu'il faut faire quelque chose pour sauver ce patrimoine des destructions, alors qu'ils ne sont pas principalement les destructions révolutionnaires, mais celles entraînées par la révolution industrielle en marche, et notamment des interventions de toute nature qui détruisent toute une série de monuments. En fait, ce mouvement de protection de ce qu'on appelle les monuments de l'ancienne France commence au XVIIIe, avec le sauvetage de la fontaine des Innocents à Paris, mais disons qu'elle se construit plus particulièrement à ce moment-là. Il est d'ailleurs tardif parce que le renouveau de l'architecture médiévale est très antérieur. Elle est déjà largement installée en Grande-Bretagne, donc la France n'est pas du tout en avance là-dessus. Mais disons qu'elle va créer les conditions d'une utilisation de ce mouvement au profit alors d'un projet politique qui est celui de Louis-Philippe et surtout de son principal ministre, Guizot, qui est un des grands historiens français, protestant cependant, qui est d'utiliser les gloires de la France de toute nature, et notamment les gloires monumentales, pour réconcilier ce qu'on appelle les deux France, celle qui a accepté la Révolution et celle qui n'a pas accepté. Et donc, comment les réconcilier? Bien, autour d'un passé beaucoup plus ancien, dans lequel il n'y a pas encore toutes les grandes fractures, pas encore non plus la fracture religieuse, qui est le Moyen-Âge. Et donc, Guizot et toute sa bande intellectuelle, qu'on appelle les doctrinaires, vont construire toute une théorie là-dessus et favoriser la mise en place
d'une politique du patrimoine, qu'on appelle d'ailleurs en fait plutôt les monuments historiques à l'époque, consistant à inventorier, à mettre en valeur ce qui reste de cette époque pour réunir, retrouver une unité du peuple français autour de quelque chose qui ne les divise pas. C'est un peu ce qu'a fait d'ailleurs le président de la République lorsqu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame, qui était en plein conflit avec les Gilets jaunes. Il ne savait pas comment trop mettre fin là-dessus, donc il a pensé réconcilier le peuple de France autour de l'œuvre commune consistant à rebâtir cette cathédrale plus belle qu'avant, qui était la victime d'un incendie spectaculaire. Voilà. Donc c'est la même idée, n'est-ce pas? Bon. Alors, c'est Mérimée, c'est d'abord Ludovic Vitet et Prosper Mérimée, qui sont deux proches de Guizot, qui font partie de son groupe intellectuel et politique, qui vont créer cette politique, en rejoignant d'ailleurs une autre idée bien installée dans le roman de Victor Hugo, qui est que les architectes qui interviennent sur ces architectures et qui ne les connaissent pas sont des architectes contemporains et qui œuvrent qui sont censés les entretenir, mais qui sont censés aussi les adapter aux besoins fonctionnels, sont en fait des massacreurs. C'est exactement ce que raconte Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, qui a pire que le temps et les vandales, ce sont les architectes. Mais il n'accuse pas tous les architectes, il n'accuse surtout pas Viollet-le-Duc, d'ailleurs, qui ne connaît pas en 1831. Mais il accuse les architectes qui ne connaissent pas cette architecture. Et donc va s'installer l'idée qu'il faut créer une nouvelle catégorie d'architectes qui sera spécialisée dans ce patrimoine, et c'est l'objet de la création du service des monuments historiques par Mérimée. Et c'est à ce moment-là que Viollet-le-Duc entre dans la danse, parce qu'il se trouve que dans sa famille est fréquentée par Mérimée. Mérimée est un ami de son oncle, de Lecluse. Voilà, il fait partie de la même... sont des libéraux, etc. Viollet-le-Duc lui-même est le père et le fils de quelqu'un qui travaille sur les palais nationaux. En fait, c'est l'intendant des palais de Louis-Philippe, les Dion très liés à la famille Orléans. Et donc, Mérimée, qui cherche des gens pour constituer son service, de Lecluse lui recommande son neveu, Viollet-le-Duc, pour s'occuper d'un chantier dont aucun architecte ne veut, qui est le sauvetage de Vézelay, de l'abbaye de Vézelay. Et Viollet-le-Duc va s'y lancer absolument sans formation initiale, car il a refusé de faire des études à l'école des Beaux-Arts, et il a fait quelques vagues semaines de travail chez des architectes pris de Rome, amis de sa famille, mais il n'est jamais vraiment resté parce qu'il ne supporte pas la hiérarchie, donc c'est un autodidacte. C'est un dessinateur de génie, c'est un grand travailleur, un grand observateur. Il est allé voir les monuments d'Italie, il a dessiné tout ce qu'il a pu, pas seulement des monuments d'ailleurs, aussi des paysages, mais c'est avant tout un génie spontané et autodidacte, et il va se lancer dans cette opération contre l'avis de tout le monde, et miracle, il va sauver Vézelay. Et par ailleurs, les architectes amis de sa famille l'ont fait rentrer dans les inspecteurs qui vont voir les travaux des autres, et il devient inspecteur du chantier de la Sainte-Chapelle, qui est confié à un grand architecte restaurateur qui est Lassus. Et c'est là qu'il va connaître Lassus. Et c'est ensemble, Lassus et Viollet-le-Duc, qu'ils proposent un projet pour la restauration de Notre-Dame lorsque Louis-Philippe et ses assemblées décident de lancer le chantier de restauration de Notre-Dame, et décident surtout d'écarter l'architecte qui s'en occupe, parce que ça fait partie des vandales. Tout le monde sait que c'est un très mauvais architecte, et donc ils vont organiser un concours pour le remplacer. Voilà. Avec d'ailleurs là l'action active de Victor Hugo, qui contribue à la commission, qui fait partie de la commission chargée de choisir le bon projet. Et donc c'est le projet de Viollet-le-Duc et de Lassus qui est choisi. Il est très soigneusement préparé, il est très documenté. Viollet-le-Duc a passé ses nuits et ses jours, des mois dans la cathédrale, il sait tout sur la cathédrale, et il a eu l'idée de génie de commander un daguerreotype, c'est le tout début de cette technique photographique, pour documenter l'état de la cathédrale, qui est en péril absolu. Il faudra d'ailleurs l'étayer avant même, étayer la façade occidentale qui menace de s'effondrer avant même le début des travaux. Voilà. C'est comme ça que Viollet-le-Duc s'introduit subrepticement, et sous l'égide quand même de l'architecte très repéré Lassus, dans ce chantier de Notre-Dame. Et c'est vraiment un aléa total qu'il soit arrivé là. Et s'il n'y avait pas eu l'invention des services des monuments historiques et l'amitié entre Mérimée et de Lecluse, il n'aurait jamais dû être un architecte.
Cependant, il y a l'astuce et puis il y a aussi le fait qu'il a passé un concours. Là, pour le coup, ça n'est pas simplement le fait d'être le neveu de son oncle Oui, oui. qui lui a valu d'être chargé de la restauration, du sauvetage d'abord et de la restauration de C'est Notre-Dame. Voilà, c'est un concours d'architecte. C'est sans doute un premier concours d'architecte. Et par ailleurs, il va aussi entrer dans la confrérie des architectes diocésains, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de restaurer les églises, et il va surtout devenir le principal collaborateur de Mérimée pour la construction du service des monuments historiques et de la doctrine de restauration. Il va être inspecteur des monuments historiques, et non pas architecte en chef des monuments historiques, corps qui sera créé sous la Troisième République. Il est architecte diocésain, et donc il va restaurer lui-même des églises, et il va, en dehors de Notre-Dame de Paris, et il va surtout construire avec Mérimée, c'est lui qui coécrit avec Mérimée toutes les instructions données aux services qui se construisent petit à petit des monuments historiques sur la restauration des monuments non parisiens. Voilà. Et la carrière de Viollet-le-Duc s'élève en même temps que le service des monuments historiques lui-même, qui va se constituer contre les deux administrations puissantes qui sont les architectes des bâtiments et palais nationaux, qui interviennent sur les propriétés du royaume, enfin du souverain, et puis les architectes diocésains qui interviennent sur les églises, et qui va se pousser du col péniblement. Voilà, c'est comme ça que Viollet-le-Duc entre dans le système, mais ce qu'il arrive à faire, alors Lassus disparaît assez vite en réalité, mais ce qu'ils arrivent à faire tous les deux, c'est de faire du chantier de restauration de Notre-Dame le chantier où se bâtit la doctrine des monuments historiques, où se bâtit aussi l'architecture, le regain de l'architecture gothique. Alors, parmi tous ses talents, c'est aussi un grand écrivain, un grand théoricien. Donc, il va aussi publier des traités, des livres de toute nature. Il va d'ailleurs pas s'intéresser seulement à l'architecture gothique, parce que, en tant que constructeur, il sera partisan d'une architecture moderne adaptée à son siècle, dit-il. Il se distingue donc l'activité de l'architecte restaurateur, où il agit, dit-il, en archéologue. Donc, il s'efforce d'étudier de très près le monument avant d'y intervenir. Il peut se tromper, mais il n'a pas l'intention de faire un acte de création. Et par ailleurs, il construit une autre théorie de l'architecture moderne. Et dans ces deux cas, il va ferrailler avec l'institution des Beaux-Arts, donc l'Académie des Beaux-Arts et l'École des Beaux-Arts. Un, sur la question de l'enseignement de l'histoire d'architecture ancienne, et deux, sur la question de la suprématie absolue du style classique et néoclassique préconisé par l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il devient un ennemi public numéro 1 de la corporation des Beaux-Arts. Bon, notons au passage que les services des monuments historiques n'ont pas été très puissants face à Haussmann et aux transformations de Paris, mais ce serait un autre sujet. Je voudrais que vous nous éclairiez sur deux choses. Que fait Viollet-le-Duc et que lui reproche-t-on? Alors, Viollet-le-Duc, la cathédrale que nous admirons aujourd'hui, qui a été classée à l'UNESCO, c'est une cathédrale Viollet-le-Duc. J'ajoute Haussmann et Viollet-le-Duc, parce que Haussmann, qui n'a jamais employé Viollet-le-Duc dans les travaux de Paris, qui a soigneusement tenu à distance, par contre intervient sur les abords de Notre-Dame de Paris et en dégage le flanc sud et la façade occidentale, ce qui va complètement transformer l'image de Notre-Dame et va créer des vues depuis la rive gauche, notamment quand il démolit l'Hôtel-Dieu qui est établi à l'époque au sud de Notre-Dame et le rebâtit au nord. Voilà. Donc, l'image que nous avons aujourd'hui de Notre-Dame est autant due à Haussmann qu'à Viollet-le-Duc et aux architectes gothiques. Voilà. Viollet-le-Duc refait la cathédrale très largement, parce qu'encore une fois, elle est dans un état de ruine, et puis surtout, elle est complètement dépourvue de décor et de mobilier. Tout a disparu, il n'y a plus de maître-autel. Le maître-autel actuel de la cathédrale Notre-Dame, laissé intact par l'incendie, est le maître-autel de Viollet-le-Duc. Donc, en tant qu'architecte, il est missionné par l'État pour pour restaurer la cathédrale elle-même. Et en tant qu'architecte diocésain, il est missionné par l'Église pour refaire le mobilier liturgique. Donc, il est intervenu à l'extérieur et à l'intérieur. Alors,
il a fait tout ce qu'il y avait à refaire. Il a refait la galerie des rois, il a refait bien sûr la statuaire disparue, il a restitué les gargouilles qui avaient été éliminées avant la Révolution. Pour le coup, c'est pas le vandalisme révolutionnaire, c'est le clergé qui a détruit les gargouilles. Il a par ailleurs ajouté les chimères, qui sont des figures mythiques, mais dans le style gothique. Et il a dû refaire la toiture de plomb, il a restitué toutes sortes de choses disparues. Et il a pris alors quelques partie parce qu'il y a eu des modifications successives des fenêtres hautes de la cathédrale. Ça fait partie des questions, des choix qui lui sont reprochés, puisqu'il a établi des dispositions un peu mixtes qui n'ont jamais véritablement existé, enfin qui sont un mix de dispositions qui ont existé mais pas ensemble. Et puis il a refait le chœur. Alors là, il y a eu un grand débat parce que est-ce qu'on remplaçait complètement le chœur de Louis XIV pour revenir au chœur médiéval, ou est-ce qu'on gardait un dispositif là aussi mixte? Alors là-dessus, c'est la commission des chargés de suivre les restaurations qui ont imposé aux deux architectes de conserver les dispositions de Louis XIV. Donc voilà, c'est un très vaste chantier qui va durer des décennies et qui ne sera d'ailleurs vraiment accéléré que sous Napoléon III, parce que c'est ce souverain-là qui met suffisamment d'argent pour qu'on arrive à finir la restauration. Mais il va aussi faire la publicité de ce chantier qui est visité par l'Europe entière et qui sert un petit peu de chantier-école de la restauration du monument historique. Au fond, Notre-Dame de Paris aura été 3 fois de suite un chantier-école, lors de sa construction au XIIe, XIIIe siècle, lors de sa restauration au XIXe siècle, pour la doctrine des monuments historiques, et enfin, lors de la restauration qui est en train de s'achever, parce que là aussi, c'est un véritable chantier-école alors du XXIe siècle sur comment traiter les grands sinistres sur une cathédrale gothique. Donc, ce moment est extrêmement important et va d'ailleurs achever la stature internationale de Viollet-le-Duc, qui va devenir un modèle, alors plus ou moins bien imité, parce que beaucoup de reproches qu'on fait à Viollet-le-Duc sur son côté aventureux, pasticheur, etc., maladroit, en fait, n'est imputable à ses disciples et non pas à Viollet-le-Duc lui-même. On attribue à Viollet-le-Duc des chantiers dont il ne s'est jamais occupé. Il y a une conviction à Avignon qui est intervenue sur le Palais des Papes, alors qu'il n'est pas intervenu sur le Palais des Papes. Il y a aussi le fait que on l'accuse d'être un architecte néogothique. En réalité, Viollet-le-Duc n'a jamais construit spontanément en néogothique. Il l'a fait quand on le lui a demandé. Il l'a fait lorsque, et d'ailleurs avec Lassus, lorsque a dû prévaloir sa grande conception de l'unité de style, donc très précisément pour la reconstruction de la sacristie de Notre-Dame de Paris, parce qu'il n'était pas question de mettre de l'architecture moderne à touche-touche avec la cathédrale gothique, mais sinon, c'est un architecte qui préconise une architecture moderne et d'un style résolument futuriste. On le voit dans ses quelques constructions où il a été libre d'inventer son propre style. Et donc, il est au centre de toute une série de polémiques plus ou moins bien informées. On lui a reproché aussi des erreurs techniques, mais enfin, le fait est que Vézelay est resté debout, et Notre-Dame aussi. Et quant à sa flèche, qu'on lui a beaucoup reprochée comme une invention pure, elle n'est pas du tout une invention pure. Il y a dans son traité de l'architecture tout un article sur les flèches gothiques. La flèche d'avant, la flèche réellement gothique, qui avait dû être démontée parce qu'elle s'effondrait en 1792, elle était mal arrimée, il a expliqué très bien, donc il l'a remis au même endroit mais avec un arrimage propre. Il a utilisé des grands techniciens de l'époque qui étaient déjà intervenus sur la flèche de la Sainte-Chapelle, qui sont le charpentier Balu et son équipe, pour inventer un système d'arrimage qui devait tenir dans les vents violents. D'ailleurs, ça a tenu, il a fallu un incendie pour la détruire. Et si on l'a reconstruit à l'identique, c'est qu'avec tous les ordinateurs modernes, on a pu calculer que la
seule flèche qui tiendrait dans les ouragans à venir, qui sont plus nombreux que ceux du 19e et du 20e siècle, c'était celle de Viollet-le-Duc. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a refait à l'identique, pour des raisons purement techniques. Elle est plus haute que la flèche précédente, parce que Viollet-le-Duc a retenu le rôle d'une flèche dans une cathédrale, c'est d'être vue de toutes les parties du diocèse et de la ville. Or, la ville de Napoléon III est beaucoup plus grande que la ville du XIIIe siècle, et donc il faut une flèche plus haute pour être vue. Et enfin, toute la statuaire réalisée par le grand sculpteur de Notre-Dame qui travaille avec Viollet-le-Duc, qui est Geoffroy de Chaume, est très directement inspirée de la statuaire de la Sainte-Chapelle, là où le maître d'œuvre, c'est pas Viollet-le-Duc, mais Lassus. Et vous trouvez le même représentant des charpentiers avec les traits du maître d'œuvre. À la Sainte-Chapelle, c'est Lassus. Et à Notre-Dame, Lassus étant mort, c'est Viollet-le-Duc. Donc c'est pas non plus l'ego de Viollet-le-Duc qui explique que sa figure soit parmi les apôtres de la flèche. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, merci de ce point. Avec réhabilitation de Viollet-le-Duc, en tout cas, autant que réhabilitation de Viollet-le-Duc, il est nécessaire qu'il y ait une disqualification de ceux qui lui ont fait des reproches qui étaient immérités ou qui, comme vous l'avez rappelé, s'adressaient à d'autres qui pouvaient se prévaloir du titre de ses élèves, mais qui ne l'engageaient en rien dans leur restauration, et notamment dans celle du Palais des Papes à Avignon que vous venez de mentionner.